Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Nikon. On va commencer cette journée consacrée au sport avec une petite partie de tennis avec une photographe qui est spécialisée dans ce domaine et que je vais inviter tout de suite à nous rejoindre. Il s'agit de Corinne Dubreuil. Bonjour Corinne. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue sur notre stand pour parler un petit peu de la photographie de sport, puisque c'est ta spécialité. Le sport a une particularité pour le tennis. Et une particularité pour le tennis. Comment on devient photographe de sport et notamment comment on se spécialise dans un domaine comme ça en particulier? En fait, mon histoire elle est très simple. J'ai joué au tennis petite. J'ai découvert la photo à l'âge de 11 ans avec un oncle photographe. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire, je veux être photographe de tennis. Et quelques années plus tard, ça s'est réalisé. D'accord, et alors ça a été quoi le parcours? Est-ce que c'était compliqué? Je pense qu'il est... c'est souvent ça pour les amateurs. Donc, je suis allée dans un club photo, j'ai fait des photos, des sorties photos. Puis le sport, ça m'a plu. Et comme j'ai dit, le tennis. Et puis voilà. Et puis un jour, je suis allée à Roland-Garros en achetant ma place. J'ai commencé à faire des photos. Je les ai vendues, entre guillemets, à des particuliers avec des petites annonces. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et puis, j'ai rencontré une personne qui travaillait à Tennis Magazine. Et de fil en aiguille... Il y avait une époque où on pouvait encore aller faire des photos dans les tribunes de Roland-Garros. Ouais, il y avait même une époque où on pouvait acheter des places pour des entrées générales. Et puis, avec des pins, on achetait les contrôleurs à l'entrée des portes. Donc, on échangeait des pins. Et comme ça, on finissait sur le central pour voir même une finale. D'accord. Ouais, mais ça, c'était longtemps. Il y a longtemps, c'était dans les années 87, 8, 9. Et donc aujourd'hui, un jeune photographe qui voudrait faire la même chose, quel conseil tu lui donnerais pour faire ses armes dans la photographie de sport? C'est quoi les meilleures entrées aujourd'hui? Les meilleures entrées, je pense que c'est compliqué, on est nombreux. Il y a beaucoup de jeunes qui ont envie, dont ce métier fait rêver. Et qu'est-ce que je leur dirais? Achetez quand même votre place, allez sur les cours annexes à Roland-Garros, faites-vous la main sur justement tous ces petits cours et puis... persévérer, essayer de rencontrer des gens, mais c'est pas simple. C'est pas simple, parce qu'il faut quand même pour aller sur les cours annexes, pour avoir des places photographes, il faut quand même avoir des accréditations. Ah ouais, alors non, place photographe, ça c'est très compliqué d'être sur les petits bancs, mais on peut être très très proche des cours et des joueurs et faire des choses vraiment très sympas, sans pour cela avoir un badge autour du cou. Voilà. D'accord. Ouais. Et pourquoi pas faire Bercy, c'est ça? Tout à fait, le Rolex Paris Masters, donc c'était effectivement à Bercy, à l'Accor Arena. Voilà, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu old fashion. Voilà. Et une des particularités de ce tournoi, depuis 3 ans, ils ont un super tunnel. Il y a un photographe ici qui ne me fera pas mentir. Voilà. Et donc tous les joueurs passent dans ce tunnel et c'est, je trouve, l'occasion de faire des photos de sport, de tennis, d'une autre manière. Complètement décalées. Ouais, ouais. Et c'est vraiment sympa. Et c'est un petit peu ce que tu as voulu faire cette année sur ce tournoi, c'est de faire des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on imagine au premier abord de la photographie de sport, c'est-à-dire de l'action. Oui, c'est pas forcément que de l'action la photographie de sport. Non, c'est vrai que l'action, ça c'est le sport, mais c'est bien plus vague, plus vaste que ça. Et justement, pendant ce tournoi, je trouve que c'est l'occasion avec des jeux de lumière, de faire des choses un peu différentes. Voilà, c'est ça qui fait vraiment la spécificité de ce tournoi, c'est le fait que ce soit en indoor, donc et voilà, donc avec des éclairages. Exactement, donc il y a tout un show à chaque entrée de joueur qui permet, je trouve, de faire des choses un peu différentes, quoi. Voilà. D'accord. Comme celle-ci, le noir et blanc aussi, c'est permis. Bien. En photographie de sport, on peut faire du noir et blanc. Oui, je trouve que ça rend bien. C'est tout de suite plus, je sais pas, un peu plus flatteur, du graphique. Ouais. C'est quoi ces petites bulles de lumière là qu'on voit Je sais pas, d'après vous, c'est quoi? Vous avez une idée? Je donne ma langue au chat, moi. En fait, tout le long du cours, il y a des bacs de fleurs avec des plantes. Et ça, c'est une plante qui est au premier plan sur l'image. Et du coup, ça a donné ce bokeh, je sais pas comment. C'est du bokeh. Voilà. Au 24-70. Et je trouve ça. Si je comprends bien, d'après les données EXIF, au 24-70. Et en tennis, on n'a pas souvent ce genre de choses. C'est vrai. Voilà. Alors là, on est même dans quelque chose de plus évocateur, de beaucoup moins représentatif. À qui est cette belle musculature? À qui? Allez, Raphaël Nadal. Facile, ouais. Mais c'est pareil, ça c'est donc pendant ce tournoi, ils font le noir sale souvent à la fin des sets ou au changement de côté.
Et là, vous avez des lumières voilà, super sympas, où vraiment on peut laisser sa créativité. Oui. Et on a le temps pour ça, parce qu'il faut aussi faire attention au jeu, ramener les images pour le magazine. Un match de tennis, c'est quand même... Tu travailles pour qui, en fait, par exemple, sur ce tournoi? Sur ce tournoi-là, je travaille exclusivement pour la Fédération française de tennis. C'est la 3e année que je fais ça pour eux. Et donc là, il y avait quand même une idée de faire des photos un peu décalées. Ils avaient un Instagram dédié au tournoi. Rolex était le nouveau partenaire, donc Rolex c'est un petit peu quand même qualitatif, on va dire. Oui. Et donc l'idée c'était de présenter aussi des images différentes. Ouais. C'était très motivant. Parce que sinon, toi, ton terrain de jeu, c'est effectivement tous les terrains de tennis du monde, c'est ça? Oui. Voilà, là on est à Wimbledon. Exactement. Et évidemment, la première image qu'on a en tête quand on parle de photos de sport, c'est l'image spectaculaire. Qui n'arrive pas si souvent. Qui est très rare. Et même quand elle se passe devant vous, pour la voir, il faut qu'il y ait pas mal de choses qui soient bien imbriquées les unes dans les autres, quoi. Bon moment, bonne focale. Bon emplacement. Bon emplacement. Et donc ça, il y a une part de chance dans cet exercice? Alors, Wimbledon, c'est donc du gazon. Et c'est, je pense, le tournoi le plus facile pour faire ce genre de photos. Parce que les joueurs n'ont pas peur de sauter. Les joueurs vont avoir moins d'hésitation à aller chercher une balle loin, à plonger que sur un court en dur, par exemple. Voilà, et donc ça arrive... là, vous me faites mentir. Ouais, mais parce que c'est aussi le joueur qui veut ça, peut-être, non? C'est pas... Ouais, Gaël Monfils, effectivement... C'est un joueur spectaculaire par nature. Plus spectaculaire. Et effectivement, si vous restez tout au long de son match, il y a de grandes chances que vous sortiez une image sympa. Ouais. Voilà. Ouais. Et on a le temps de rester sur tout un match? Non, une finale. Comment ça se passe quand tu travailles sur un tournoi? Tu dois couvrir, j'imagine, si tu travailles pour la fédération, tous les joueurs français. Mais pas que. Toutes les têtes de série aussi, les Nadal, Federer, Williams. Et donc comment tu fais? Je me fais un programme le matin. Ouais. J'ai mon programme, ma feuille avec tous les matchs, les 15 cours, les je sais pas combien, X matchs. Et je vais surligner tout ce que je dois faire, absolument. Et puis ce que j'aimerais bien faire si j'ai le temps. D'accord. Donc ça, c'est la journée de 11h à 22, 23h, parce que sur la plupart des tournois, sauf Roland-Garros et Wimbledon, vous avez des sessions de nuit, qui peuvent vous emmener très tard, parfois jusqu'à minuit, 1h. Et derrière, grâce au numérique, ou à cause du numérique, éditer et transmettre. Et donc, tu ne transmets jamais depuis le terrain? Si. Aujourd'hui, j'adore. Je trouve ça vraiment... Avec les boîtiers, les nouveaux boîtiers, la prise Ethernet, ou plutôt en Ethernet ou plutôt en Wi-Fi? Plutôt Ethernet. Ouais. Vous avez des positions câblées? Oui, il y a beaucoup de tournois, la plupart des grands tournois, les 4 tournois du Grand Chelem, vous avez des câbles au bord du terrain. Et moi, je trouve ça... c'est vraiment formidable. C'est-à-dire, vous terminez un match, et notamment pour la Fédération française de tennis, il y a Twitter, qui est important pour les Français. Le Français gagne, tac, vous avez la photo, vous êtes plugué, vous l'envoyez 1 minute après, c'est en ligne. Ça, c'est juste incroyable. Ah ouais, c'est magique. Alors, il y a aussi des photos un petit peu cocasses. Exactement. Là, on a mal pour la raquette. Ouais, mais je pense qu'elle s'en est bien sortie quand même. Et ça, par exemple, cette photo, au moment où je la fais, je ne le vois pas. C'est après. Il y a 3 tu shootes en rafale? Oui, voilà, grâce à la super cadence des boîtiers Nikon, ça permet de faire effectivement des rafales. Et là, il y avait 3 images de cette séquence-là. Et c'est en voyant après, effectivement, que... Encore une fois, oui, le bon moment, mais avec... Et encore une fois, c'est Gaël Monfils. Et encore une fois, Gaël Monfils. Ouais. Et puis l'expression, j'imagine que c'est ça aussi qu'on recherche, c'est le côté expressif, parce que c'est ça qui finalement va retenir l'attention peut-être des gens qui regarderont les images. Exactement. Et d'ailleurs, là, Lucas Pouille, c'est après sa victoire contre Rafael Nadal à l'US Open il y a 1 an, cette image, ce visage, c'est devenu assez emblématique de Lucas. Et il y a des grandes, des grosses têtes, vous savez, qui sont faites notamment pour les Coupes Davis.
Et c'est ce visage-là qui ressort à chaque fois. Et je pense que lui aussi on joue un petit peu aujourd'hui. D'accord, ce côté un peu impertinent. Ouais, voilà. Mais c'est aussi pour ça, enfin, c'est tout ce côté-là que moi j'aime dans le sport. Il y a effectivement l'action, mais pardon. Mais il y a des amis dans le public, vous l'aurez compris. Ouais, exactement. C'est ces moments de joie, ces photos un peu inattendues. On est aussi là pour ça, pour essayer de capter ces choses-là, d'être au bon endroit, au bon moment. Voilà. La vitesse lente. Alors en tennis, c'est chaud, c'est dur. Surtout quand on est en extérieur, parce qu'avec de la luminosité, il faut aller le chercher. Mais à Londres, il fait toujours un... Moche. Voilà. On peut le dire. Non. Mais voilà, il faut qu'il y ait plein de choses, je trouve, qui soient présentes pour déjà essayer de le faire. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui prend du temps et on loupe pas mal de choses pendant ce laps de temps. Et Wimbledon, sur le central, c'est un des plus beaux courts du monde. Et derrière, vous avez la foule qui est présente. Donc ça donne un fond coloré et sympa. Souvent, vous avez des bâches, plutôt, avec des gros logos. C'est moins joli. Et on cherche toujours à s'en affranchir de ça, du fond. Oui, plus il est neutre, plus joli, a priori, sera votre photo. Voilà. À Wimbledon, vous avez aussi des fonds noirs, des choses très propres, très épurées. Et en tennis, contrairement à l'athlétisme, où vous partez d'un point A vers un point B, à 100 mètres, c'est facile, on sait comment ça va se dérouler. Voilà. Vous pouvez faire votre filet assez facilement. En tennis, vous pouvez attendre longtemps. La montée au filet. Exactement. Voilà, il n'y a que la montée. Il se déplace effectivement sur la ligne de fond, c'est pas terrible. Mais pour faire ce genre d'image, effectivement, c'est mieux que le joueur monte à la volée. Et il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a de moins en moins. Voilà, il faut être patient et c'est pas forcément une de mes qualités premières. Mais bon. La concentration. Oui, la concentration, puis après on a ses petits favoris quand même. Hein. Rafa revient souvent dans mes photos. Je trouve quelqu'un de très photogénique. D'accord, c'est pas parce que c'est facile à vendre. C'est non, moi c'est parce qu'il a une. Alors il se trouve qu'il est numéro 1 mondial, hein, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un vraiment déjà de très expressif. Il se passe toujours quelque chose. Voilà. Et jusque dans le détail. Exactement, juste dans le détail. Parce que ça, c'est Rafa. Hein. Ça, c'est les mains de Rafael Nadal. Je crois que c'était après sa 8e victoire à Roland-Garros. Et je trouve que juste en voyant l'image, on comprend. Il se passe des choses. Les mains blessées à la fin du tournoi, ça veut dire un petit peu le travailleur de force qui vient d'arracher sa victoire. Voilà, puis il tient son trophée précieusement. Dans la douleur. Exactement. Ouais. Une petite part de chance peut-être de temps en temps aussi pour se faire ce genre d'image, parce que là on est sur un beau contre-jour, mais on a c'est le soleil ou un spot qui tape juste dans la main. C'est un spot. C'est encore une fois à Bercy. Pardon, donc Rolex Paris Masters. Rolex Paris Masters. Et là donc c'est Federer qui rentre sur le central. Donc j'avais imaginé faire une photo de lui avec le halo de lumière, etc. Et puis tac, juste la main qui passe dans le spot. Donc oui. Ça, c'est une image qui sort directement comme ça du boîtier, ou tu travailles aussi un peu tes images en post-production pour les... Voilà. J'essaye de passer le moins de temps possible sur l'ordinateur. Donc, meilleure sera l'image à la prise de vue, moins de temps vous passerez après. Quoi. Après, je n'ai pas fait une photo noir et blanc. Hein, donc, oui, je l'ai passé en noir et blanc. Oui, voilà, exactement. Ouais. Alors, tu parlais des matchs la nuit. Oui. Alors on voit que tu es une fidèle de Nikon, parce que je ne sais pas si vous remarquez dans la donnée EXIF, mais c'est un Nikon décent, donc ça remonte à quelques années. Ouais, je pense que c'est 2004 ou 2005. J'ai pas la date en tête. En fait, ça c'est mes débuts de freelance, quand je me suis lancée en freelance, donc fin 2003. J'avais pas forcément les moyens d'acheter un boîtier super, ou d'avoir les deux mêmes boîtiers. Donc j'avais, je sais pas à l'époque c'était quoi, les D2... D2H ou D2HS, je ne sais plus. Voilà. Et en deuxième boîtier, parce que j'ai toujours deux boîtiers avec moi, j'avais un décent et qui est très performant quand même. Bah déjà, oui, pour l'époque, ça sort bien comme image. Hein. Exactement. La terre battue, ça a un caractère particulier au niveau de la beauté de l'image, cette terre rouge. La texture de la terre, simplement, c'est magnifique, quoi. Et puis, je trouve la couleur, les ombres des joueurs. Pour moi, c'est, je pense, Roland Garros et donc la terre battue, le lieu le plus simple. Ouais.
Le plus photogénique pour Oui, moi je trouve. Et puis il y a tous les emplacements qu'on peut avoir aussi à Roland-Garros qui sont franchement... Alors nous, c'est souvent là-bas qu'on se croise parce que, vous le savez peut-être pas, mais Nikon est souvent en appui des photographes professionnels sur des gros événements de ce type. Sur les 4 tournois du Grand Chelem, vous êtes présent en Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Voilà, et donc on vient avec un technicien et du matériel pour dépanner et faire en sorte que les photographes puissent toujours travailler dans les meilleures conditions possibles. Ça fait partie aussi des services qui sont gratuits chez nous pour les professionnels et qui sont, j'imagine, appréciables surtout quand on est à l'étranger et que et on se trouve en galère ou qu'il te manque une optique parce que tu n'as pas pu la mettre dans ta valise parce qu'au niveau des avions, c'est de plus en plus compliqué d'emmener du gros matériel. C'est vrai que depuis, ça doit faire 20 ans, je pense qu'on collabore, on va dire ça. Nikon est toujours présent et moi j'ai eu une grosse galère il y a 2 ans. Je me trouvais à Miami sur un tournoi de tennis. J'étais dans une salle de presse et j'avais mis mes 2 boîtiers avec chacun un objectif, un 200-400, un 80-200. Je me suis absentée 8 minutes dans une salle de presse donc avec des gens autour et je suis revenue et il me restait que les objectifs. On m'avait volé les 2 boîtiers, les 2 D4S qui étaient quasiment neufs. Et donc j'étais à l'autre bout du monde, enfin par rapport à la France. Et Nikon a mis tout son savoir-faire, tout son réseau, son réseau en route. Et dans les 48 heures, je pouvais travailler. J'avais 2 boîtiers qui étaient là via Nikon USA, etc. Et donc, c'est plus qu'appréciable, quoi. Enfin, on sait que, tac, on vous fait un mail, on vous appelle, on est sauvé, on va dire. Ouais. Petite parenthèse, on revient sur le... Tu fais aussi un petit peu d'images d'illustration. C'est pour la fédération aussi. Oui, pas que, enfin tout le temps, sur tous les tournois, je trouve que ça s'y prête bien. Encore une fois ici, la terre battue, c'est sympa, mais oui, l'illustration, ça fait partie de la photo de sport. C'est pas que l'action, c'est tout ce qu'il y a autour. Voilà, et c'est ce qui t'intéresse aussi de plus en plus, tu me disais tout à l'heure. Les coups droits, les revers, on sait les faire. Maintenant, effectivement, essayer d'aller chercher des petites choses, trouver des angles nouveaux ou des... Oui, voilà, c'est plutôt ça qui va me motiver, me pousser à... Ouais. Et il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi le public. C'est aussi important des fois, surtout à Roland-Garros, où on connaît un petit peu le rôle du public, qui est vraiment un personnage à part entière dans le tournoi. Lui laisser une place dans les images, c'est aussi quelque chose qui est... Oui, ça fait partie du spectacle. Ça fait partie du spectacle, exactement, voilà. C'est une Ola, c'est ça? Exactement, c'est une Ola pendant un match de Nadal. Et en fait, ce que il faut penser à ça, il ne faut pas être forcément uniquement concentré sur le jeu, il faut savoir regarder autour. Lui, C'est souvent lui, c'est vrai. Il est photogénique. Voilà, et ça, c'est un peu les coulisses du tournoi. On a très peu d'accès en général, mais sur Roland-Garros, on a, on va dire, 2 petits spots où on peut capter des images un peu différentes. Des coulisses. Donc là, c'est juste les joueurs s'y prêtent facilement. Ils sont dans leur bulle, donc ils ne nous voient pas. Il y en a qui n'ont pas envie d'être photographiés à ce moment-là ou c'est... Non, il n'y a jamais eu de demande particulière, mais voilà, on se fait tout petit dans un coin et parfois ça peut donner des choses... Et des fois, c'est même les coulisses des coulisses. Ouais, alors ça, c'était, je crois que c'est en 2008. Ouais, c'est assez ancien, Nikon D2X Voilà, exactement, super boîtier. Ouais. Ça, je crois que c'est l'année où Joe Tsonga arrive en finale en Australie, son premier gros résultat. Et le lendemain de cette finale, j'ai fait des photos dans sa chambre et c'était pour Paris Match à l'époque. C'était un DAB, non? C'est un DAB, ça, non? Il ne le savait pas, mais ouais, c'est ça. Il ne le savait pas. En fait, c'est lui l'initiateur du DAB. Exactement. Voilà, Donc voilà, c'est sympa aussi, ce genre de... remarque. Et évidemment, c'est l'image de joie qui, elle, ressort le plus dans la presse quand... Mais c'est souvent la finale, on parle souvent du vainqueur, celui qui va soulever le trophée. Donc on essaye toujours d'avoir la photo... Il faut toujours être là à la fin du match. Être là, oui, ça c'est sûr. Après, au bon endroit, c'est pas toujours gagné. Alors le bon endroit, oui, il n'est pas forcément non plus toujours au même endroit. Ce bon endroit, des fois, vu de dessus, ça peut donner des choses effectivement graphiques avec cette ombre projetée. Ouais, celle d'avant, justement, je trouve que elle est étonnante parce que c'est rare qu'un joueur soit aussi en transe comme ça. Et en plus, ce jour-là, j'avais fait le choix de
de me mettre dans la fosse à Roland-Garros. Il n'y en a pas beaucoup des fosses, et il y en a une à Roland qui est vraiment très très bien. Et justement, il gagne pile poil juste devant. Toi. Ce qui est, il aurait pu gagner à l'autre bout du terrain. Et non. Donc j'étais assez contente de... Ouais, voilà. Et donc là, tu es où pour faire celle-là? Tout en haut, dernier rang du public. Ah, dans le public ouais, encore. Carrément dans le public, tout en haut. Et pareil, hein, il peut gagner dans l'autre sens, il peut gagner vers la bâche. Et, il peut se tourner de l'autre côté. Ouais, là, ça s'est bien déroulé. Voilà. Pareil. Le plan large avec la raquette, c'est important. Alors, la raquette. Tu travailles pour des équipementiers aussi ou tu travailles Un petit peu, oui, un petit peu. Ça arrive, comment dire, occasionnellement. Ça fait partie de l'économie d'un photographe de sport aujourd'hui, de travailler avec des marques. Je pense que c'est indispensable si on veut vraiment suivre tout ça et s'en sortir un peu. Oui, il faut aussi faire ce genre d'image. Alors tu parlais d'être au bon endroit, là il faut être aussi dans le bon angle parce que je ne sais pas si vous remarquez, si vous vous souvenez de quel match il s'agit, mais il faut regarder l'écran du score qui est derrière. En fait, c'est le match le plus long de l'histoire du tennis. C'était entre un Français, Nicolas Mahut, et John Isner. C'était à Wimbledon. Ce match s'est déroulé sur 3 jours. Donc chaque jour, on revenait sur le terrain. Et en fait, il y avait des Français, des photographes français et des photographes américains. Et donc, tous les 2 jeux, chacun suivait son joueur. Donc, on changeait de banc. Et ça pendant 3 jours. Et à la fin, bon, c'est l'Américain qui a gagné. Ouais. 70 68. Ouais, 70-68, ouais. Voilà. Et donc, ça restera le match le plus long. Parce qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un tie-break au 5e set. Ouais. C'est-à-dire, au pire, on fait 7-6. Donc voilà, ça restera le match le plus long. Et donc là, il faut être vraiment dans le bon angle pour avoir... Parce que ça, c'est pas qu'une image de sport, c'est une information. Oui, oui. C'est quelque chose qui va rester pour l'histoire. Exactement. C'est un peu une photo pour... Oui, c'est une photo pour l'histoire, c'est ça. Après, on peut pas deviner ce que va faire le joueur. On peut pas... Mais effectivement, là, tout c'est bien. Bien. Ouais. Je pense le public derrière qui exulte. Exactement. Le monsieur là-haut, je suis pas sûre qu'il ait. Pardon. Ah, il a une photo sympa, mais effectivement, il n'aura pas le panneau qui, sur cette image, est quand même. Et alors après la joie dans les vestiaires, ça c'est Coupe Davis, j'imagine? Exactement, c'est Coupe Davis. Et tu vas bientôt couvrir la finale, c'est ça? Oui, je pars lundi prochain pour une semaine à Lille. Tu nous ramènes des belles images? Bon, on va essayer, ouais, mais c'est super excitant en tout cas. Ça, c'est pas super sympa pour les boîtiers, le champagne. Hein. Bah, disons que dans la foulée, il faut faire très très vite et puis les essuyer bien comme il faut. Plus ils aiment bien nous arroser. Ouais. Ouais, ça leur plaît beaucoup. Des belles complicités. Ça, je trouve que c'est une image assez iconique avec deux joueurs. Grands champions. Ouais. Ouais, je ne sais pas si on fera mieux. Hein. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'il il se passe quelque chose, il y a une vraie complicité, ça va au-delà de ça, quoi. On sent qu'il y a du respect, qu'il y a... Ouais, non, j'aime bien celle-là. Très tendre. Les images dans les coulisses, alors avec différentes versions, celle-ci qui est plutôt la version selfie, et puis l'autre qui est plus ta version de toi, j'imagine. C'est toi qui l'as composée ou c'est... Oui, alors après, on n'a pas une marge de manœuvre énorme hein, quand même. Hein. Son casier, il est ici, voilà, ça c'est le sien, donc elle va s'asseoir là, il y a le trophée, il y a ses écouteurs pour qu'elle ait payé très cher pour les... Hein, voilà. Et puis après, il y a le chien, et puis je la laisse faire, quoi. Je la guide pas forcément, je vais plutôt observer, essayer de capter un moment... Un moment, voilà, sympathique. Ouais, sympathique, ouais. Alors celle-là, tu as voulu la mettre parce qu'il y avait une raison particulière à ça? Alors, ce moment-là a lieu quelques instants après la victoire. Donc là, c'est Roger Federer cette année qui gagne son Xème Wimbledon, je ne sais plus. Et donc, il vient au balcon présenter son trophée. Et il y a une foule incroyable. Il y a 2 choses qui me marquent dans cette image. D'abord, la forêt des téléphones. C'est incroyable. Enfin, je trouve ça... voilà. Et puis j'aime bien, petit coup de chance comme on disait tout à l'heure. Le coup de flash. Le coup de flash du photographe qui ajoute un petit... C'était ton assistant en fait. C'est ça, mais il ne faut pas le dire. Hein, ça, c'est... Donc voilà, non, j'aime bien cette... Donc ça, c'est des images que vous faites après les tournois avec les gagnants pour faire plutôt des images magazines? En fait, il y a souvent des shootings organisés le lendemain des finales ou juste après,
pour qu'on puisse effectivement faire des photos un petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude de faire sur le terrain. Et pendant Roland-Garros, on a la chance de pouvoir emmener, enfin, l'organisation prévoit d'emmener les joueurs dans des lieux un peu emblématiques de la ville, et là, en l'occurrence, vers la Tour Eiffel. Et l'idée, c'était, on reconnaît, hein, il s'agit de Sharapova. Voilà, je trouve qu'elle... Et l'idée, c'était... pas deviné, moi, mais bon. Okay. Ah ouais, non, c'est Sharapova. Et voilà, se faire quelque chose de décalé, sans mettre un coup de flash, sans... voilà. Alors ça, c'est une image qui occupe une place un peu particulière dans ta carrière, puisque c'est une image qui t'a permis de remporter le prix Sportfolio il y a 3 ans. 2 ans, je crois, ouais. Ouais, 2 ans. Je dirais 3. Bon, allez, 3 alors. Tu avais d'ailleurs remporté un des D4S qui t'a été ensuite volé. Tout à fait. Et un 300. Et un 300, F4. F4, que fabuleux. Tu adores. Ah, j'adore. Fabuleux, voilà. Et donc ça, c'est une image, explique-la nous un petit peu pour nous dire, parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est évidemment son côté graphique, mais c'est surtout d'avoir l'audace, ou la chance, je ne sais pas, tu vas nous dire. Un peu des deux peut-être de photographier quelque chose plutôt, voilà, d'évoquer quelque chose plutôt que de le représenter. En fait, là, on est à l'US Open, donc à New York. C'est une finale de double. Et il s'agit des deux frères, des jumeaux Bryan, qui, à cette occasion, gagnaient leur 100e tournoi. Et donc, ils ont une habitude, en fin de match, ils font un bump, ici, voilà, ils tac comme ça. Je me suis dit, bon, je vais monter, il fait beau, j'aurai l'ombre, tout ça, etc. Donc, je monte en haut du central, il y a une coursive. Puis, je regarde un peu où sont placés mes collègues. Et ils sont presque tous dans l'axe du cours, à un endroit précis. Je me dis, bon, allez, je vais aller ailleurs. De toute façon, on va voir ce qui se passe, mais je vais essayer d'avoir quelque chose de différent. Et donc, ils gagnent, ils font leur fameux saut. Et puis, leur raquette reste comme ça. Ils saluent les gens, ils vont serrer la main de leurs adversaires et ils reviennent en levant les bras. Et ça donne cette photo un peu décalée. Et voilà, la prise de vue, elle est vraiment comme ça. Donc il y a toute une stratégie en fait dans la manière dont tu te places pour faire ton image. En fait, quand vous connaissez bien le sport, vous pouvez parfois anticiper ce qui peut se passer, notamment être souvent dans l'axe entre le sportif et son clan. Quand un sportif célèbre une victoire, il va souvent se tourner vers son clan. Et si vous êtes sur cette ligne, vous avez de grandes chances d'avoir de l'avoir de face. Ouais, d'avoir une bonne image. Mais c'est pas toujours vrai. Parfois, l'émotion est tellement forte, l'euphorie, etc., qu'il se passe tout autre chose que ce que vous aviez pu imaginer. Voilà, ça c'était l'image de ta remise de prix à Sportfolio. Donc Sportfolio, c'était un festival de sport. Super festival. Consacré uniquement à la photographie de sport, dont Nikon était partenaire depuis son lancement, qui a malheureusement disparu l'année dernière. C'était quand même bien d'avoir un festival consacré à la photo de sport, parce que c'est quand même la photo la plus vue au monde, la photo de sport finalement. C'est vrai qu'on en voit partout, tous les jours. Et ce festival était aussi l'occasion de rencontrer d'autres photographes du monde entier. C'est un festival international. Qui avait lieu à Narbonne, oui. Exactement. Et l'idée était super, l'organisation vraiment bien. Et donc là, on voit que tu fais le même geste que les frères Bryan. Je dois expliquer encore l'histoire de la photo. Ouais. Alors toujours dans une approche assez graphique. Et là, c'est vrai qu'on reconnaît peut-être assez bien, même de profil et en contre-jour, et de qui il s'agit. Donc là, on est en Australie. Et en Australie, ils ont 3 cours avec un toit. Mais le toit, effectivement, la journée est ouverte. Mais il est placé d'une telle façon que vous avez sur une partie du cours, en fond de cours, une ombre. Parfois le joueur... Ça. Mais c'est intéressant. Ça permet de faire justement des photos différentes. Et là, Nadal, encore une fois, effectue donc son coup. Il est à l'ombre. Donc moi, j'attends ce moment-là où il va être suffisamment reculé sur le terrain pour être à l'ombre et faire son coup. Et donc, effectivement, sa silhouette va se détacher sur le cours qui, lui, est au soleil.
Et alors pour maîtriser ce genre de conditions un petit peu compliquées, tu travailles comment toi? Tu travailles toujours en manuel ou tu... Toujours, tout en manuel, j'aime bien oui, tout contrôler. Donc j'utilise souvent, enfin quasiment à 80% le 200-400. Oui. Voilà, qui ouvre à 4, donc je suis à 4 constamment. Et puis je vais faire varier ma vitesse selon ou la sensibilité. Ou la sensibilité, exactement. Ouais. Okay. Encore un contre-jour. Oui, qui est différent. Là, c'est Roland Garros. Donc ce jour-là, il fait beau. Donc Roger Federer est sous un parapluie. Ah d'accord, c'est à la moment de... Voilà, on le protège. Voilà. Ouais. Magnifique image, très beau profil. Ouais, non, encore une fois, comme je disais, la terre battue, c'est vraiment... c'est beau, quoi. Ça apporte un beau contraste coloré. Alors celle-là, on le voit presque mieux que sur mon écran, c'était un peu plus... Moi, c'est plus noir, effectivement. Ouais, c'est plus noir. Ouais. Mais rien que la chevelure, on peut deviner, même si le visage est très sombre, on peut deviner évidemment de qui il s'agit, le roi lion. Donc là, on est à Wimbledon, donc fond toujours très sobre. Voilà. Sobre et sombre. Ouais. Encore tout jeune à cette époque-là. Ça, c'est ce que tu expliquais au début, le fait de travailler en indoor, des fois, ça amène des écrages pareil, un peu plus originaux, on va dire. Que voilà, ça, c'est tout le show de Paris, enfin de Bercy. Et voilà, ça permet de faire des images aussi vraiment différentes. Donc, c'est du tennis, hein, ça se voit. Mais... une hauteur. Une hauteur, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que... Depuis tout à l'heure, on voit des horizontales. Il y a de la place pour la hauteur ou c'est parce que c'est par rapport... De moins en moins. Est-ce que c'est parce que c'est pour du sujet magazine? Est-ce qu'il y a des manières de cadrer en fonction de ce que tu dois faire de tes images ou de ce qu'on te demande? En repensant justement, en regardant ce diaporama hier, je repensais à il y a 25 ans, on faisait 90% de photos en hauteur. Non mais vraiment 90%. Et aujourd'hui, tout a tellement évolué, notamment... En termes de définition? Non, pas en termes d'usage et de demande. En fait, aujourd'hui, on fait beaucoup de photos. Alors, pour la presse, certes, mais surtout pour l'Internet, beaucoup pour l'Internet, pour tout ce qui est réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, etc. Et on nous demande des photos largeur, horizontale. Ouais, beaucoup. Et donc, c'est vrai que la hauteur, j'y pense rarement, en fait. Trop rarement, sûrement. Des superbes lumières, donc ça c'est encore... ça c'est en Australie. En Australie. Voilà. Et là on est quoi? On est jour, nuit ou comment? On est fin de journée, il doit être 18h, on est sur une coursive en haut d'un toit et on attend ce moment qui dure 2-3 minutes. Ouais. Donc il faut que le joueur serve du bon côté, à la bonne heure. Il faut être parmi les 12 photographes qui sont en haut. Oui, donc il faut bien calculer son heure de montée. Ouais, c'est très... compliqué, c'est un peu compliqué. C'est chacun son tour pour ceux qui montent sur le toit, c'est voilà, chacun son tour. Voilà, ce sont des endroits, comment dire, un petit peu, pas dangereux, mais il faut faire attention, il y a des normes de sécurité et donc on ne peut pas être plus de 12 photographes, sachant que sur un grand chelem, on est entre 200 et 250 accrédités. Et donc là, voilà, il est 18h30, à 35 ça a lieu, donc il faut anticiper, on a le droit de rester 20 minutes, donc je monte à tel moment pour être sûr que... Donc voilà. Et tout ça, avec le temps, on l'apprend, on a nos petits repères et nos petites habitudes aussi. Voilà. La balle dans la raquette, c'est quelque chose de difficile à avoir ou maintenant tu as tes repères et tu sais comment faire pour l'avoir juste au bon moment? Non, je ne sais pas comment faire. Après, je peux essayer de faire au mieux. Mais là, soyons clairs, hein, c'est un coup de bol. Hein. Ça reste, il y a toujours cette part de chance. Oui, là, c'est vraiment... mais en général, on l'a plus souvent écrasée dans le tamis, voire même parfois, si vous avez la raquette qui est vraiment de profil, vous pouvez voir la balle passer à travers le cordage, ça arrive. Mais ce genre-là, où la balle est juste posée, c'est rare. En plus, avec une belle lumière, un beau cadrage. Fin de journée, Wimbledon. Donc là, c'est pareil, je vais plutôt exposer pour les hautes lumières. Je m'en fiche de ne pas voir la moitié de son visage. Au contraire, je trouve ça plus sympa. Et alors, en dehors des cours, tu fais aussi beaucoup de portraits de sportifs parce qu'il y a le côté news, actualité sportive, mais il y a aussi le côté magazine, c'est ça? J'aime beaucoup, en fait. J'aime beaucoup aller à la rencontre des gens d'une manière générale et des sportifs. Là, c'est un joueur de tennis, mais il y a différents angles, voilà.
Non, j'aime bien, ouais, pas mettre en scène parce que c'est pas ça, mais j'aime bien essayer de capter des choses en dehors du terrain, montrer comment ils sont aussi. Et pas que des joueurs de tennis pour le coup? Non, ça m'arrive régulièrement de travailler pour d'autres supports comme l'équipe magazine par exemple. Et là, j'étais partie quelques jours à Portland à l'époque où Batum jouait là-bas. Et il nous avait accueillis pendant 2-3 jours. Enfin, on le suivait chez lui pendant les matchs. Et donc, il fallait faire un portrait, une double page. Et voilà. Du Ça, studio? ouais, alors ça, c'est drôle parce qu'effectivement, c'est dans un hôtel. C'était pour le magazine Têtu, juste avant les Jeux Olympiques de Londres. Et donc, il nous avait demandé de faire, il m'avait demandé de faire des portraits de 5 ou 6 athlètes, Yannick Agnel, Tsonga, Karabatic. Et là, on avait rendez-vous dans un hôtel. Donc, les gens mangeaient. J'avais installé mon studio, mon fond blanc. Et donc, on a commencé la séance photo. Donc, derrière nous, les gens, tac, tac, tac. Il était plutôt cool. J'avais déjà fait des choses avec lui auparavant. Et puis, bon, c'est têtu, hein. Oui. Donc, au fur et à mesure du shooting, il s'est décontracté, il était sympa. Puis à la fin, je lui dis bon allez, fais tomber la chemise. Ouais, voilà. Et donc ça a donné une photo. Il était mort de rire, comme on peut voir. Et pas que en studio, donc aussi dans la vie. Ouais, courante. reportage. C'est quoi leur vie? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les mêmes comment dire, occupations que nous, hein. Oui, Chabal, il va à la poste. Donc là, on est en Angleterre, à l'époque où il jouait à Bath, c'est ça? Voilà. Et donc, je l'avais suivi pendant 2 jours et ça a donné des scènes un peu cocasses comme celle-là, où il va à la poste et puis cette vieille dame qui est là, Enfin voilà, je trouve que c'est... Dans les je vais pas dire les transports en commun. Non, c'est pas... Dans les transports tout court. Dans les transports de ouais. avec Là, les champions. on est en 2006. C'est donc Amélie Mauresmo qui, à l'époque, gagne son premier tournoi du Grand Chelem. Et on avait l'habitude de travailler ensemble. Et à cette époque, Paris Match avait voulu faire toute une série avec elle. Et donc, je l'avais suivie à partir du moment où elle avait gagné jusqu'au retour en France. Et donc là, notamment dans l'avion... Voilà, toutes ces scènes un peu coulisses, je trouve ça vraiment sympa à faire. C'est des beaux moments à vivre aussi, j'imagine. Ouais, puis c'est, je vais pas dire des moments privilégiés, mais si, on même, voit un autre côté de l'athlète, le côté un peu plus... Un petit peu de... Tu t'es essayé à d'autres sports que le tennis quand même, un petit peu d'escrime ici? Ouais, j'aime le sport en général et j'ai pas de... Tu n'as pas de religion? Non. Par rapport au sport? Non. La natation? Ouais, Alain Bernard. Il y a des techniques quand même qu'il faut maîtriser peut-être différemment d'un sport à l'autre, j'imagine quand même? Ouais, après, je pense qu'il faut connaître le sport pour bien le photographier. Ça, c'est important. Donc, il faut peut-être un peu de temps avant de sortir les bonnes images. Et donc, aussi en dehors des cours, il n'y a pas que des faits sportifs. Là, c'est Pistorius. Ouais, là, c'est Pistorius lors de son avant-procès, quand il a été soupçonné d'avoir. Voilà. Bref, à l'époque, on en était là. Ça, c'était effectivement à Pretoria pendant l'avant-procès. Et alors, en dehors du sport, tu as aussi autre chose. Toi aussi, tu fais autre chose dans la vie que de la photo de sport? Ouais, j'aime beaucoup. Tu as une vie à côté des cours de tennis? J'ai une vie tout court et je fais d'autres photos. J'aime beaucoup tout ce qui est océan, les éléments, la lumière, etc. Le surf qui va avec, voilà. Et c'est aussi lié à ton affection pour une région en particulier qui a... J'aime bien le sud-ouest. Voilà, tu es tombée amoureuse de cette région. J'aime beaucoup le sud-ouest, Biarritz, ces belles plages. Et donc à Biarritz, il y a évidemment la photo de surf. Mais tu as aussi voulu... Voilà, c'est plutôt ce genre de choses. Je capte monsieur et madame tout le monde, un peu. Mais t'engager aussi dans une démarche un peu moins sportive, un peu plus contemplative. Exactement, oui. Faire des photos comme je disais, prendre le temps de voir les choses, d'observer les choses et d'essayer de capter un moment précis. En sport, ça va très vite. Ce que je fais toute l'année, ça va vite. Et là, je prends vraiment plus le temps d'observer.
Et donc, tu en as fait une activité à part entière parallèlement Oui, j'ai lancé un site, une galerie en ligne, on va dire, où je vends des photos d'art numérotées, etc. Donc ce genre d'image là que je peux réaliser. D'accord, des superbes images, ça fait voyager aussi. Et donc ça s'appelle l'heure-bleue-lagalerie.com si vous voulez en voir davantage. C'est des magnifiques images de paysages de ta région autour de Biarritz, c'est ça? Oui, exactement, à Biarritz, c'est Biarritz. Biarritz. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, Corinne, merci beaucoup d'être venue pour partager avec nous toutes ces images et toutes ces coulisses un petit peu du métier de la photographie de sport.